Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Au sommaire de cette rétrospective du mois de mars, l'émission à l'intérieur du pays pour expliquer le PNDS aux Guinéens, plus de 600 projets à financer dans les secteurs d'activité et une invitée exceptionnelle tout à l'heure pour faire le point. Le réseau routier guinéen se porte bien. De grands travaux se poursuivent à Conakry et dans l'arrière-pays sur les routes nationales et les voiries. Des explications à suivre dans cette édition. À suivre aussi cette histoire qui a mis en colère toute la République, l'interpellation d'un imposteur qui abusait de plusieurs femmes en quête désespérée d'enfants. Un reportage de grand format de Alpha Isiagaba pour la politique. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans ce magazine du mois de mars. Il aura été sur tous les fronts ce mois. Le calendrier du président Alpha Condé était extrêmement chargé entre activités liées à sa fonction de chef d'État et obligations sociales. Le président de la République a surtout été aux côtés des femmes ce mois. Après la célébration du 8 mars, il a multiplié des rencontres avec les couches féminines. Le président Alpha Condé en mars 2019, c'est avec Sanassi Keita. Ce registre du mois de mars du professeur Alpha Condé qui s'écoule a été marqué surtout par 4 événements majeurs entre les autorités guinéennes et les responsables de la SFI, Société financière internationale. Tout commence d'abord par cette audience que le chef de l'État a accordée au directeur général de la SFI. Ces discussions entre le professeur Alpha Condé et Philippe Lehouérou ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Guinée et cette grande organisation du groupe de la Banque mondiale, dédiée surtout au secteur privé. Des domaines comme l'agriculture, les travaux publics ou encore l'énergie ont été longuement évoqués au cours de cet entretien qui a duré une quarantaine de minutes. Ce mois de mars du président de la République, c'est aussi ses assises à Sheraton, axées sur la recherche de moyens techniques nécessaires dans le but de doter la Guinée d'un secteur privé dynamique et compétitif. Sur cet élan, les responsables de la SFI n'ont pas manqué de rassurer le chef de l'État de leur constante disponibilité à réunir tous les moyens nécessaires en vue de booster ces secteurs guinéens porteurs de croissance et générateurs de revenus. Dans cette trajectoire, le président Alpha Condé a remercié toutes ces personnalités de la SFI pour leur volonté sans cesse exprimée en faveur non seulement du soutien au secteur privé, mais également aux nombreux projets de développement du gouvernement, à l'image de l'énergie, secteur dans lequel le chef de l'État a fourni d'importants efforts financiers pour améliorer considérablement la desserte. D'où cette visite sur les sites de Caleta et Swapeti. Le chef de l'État et le directeur général de la Société financière internationale ont entamé leur visite par le barrage hydroélectrique de Swapeti, en pleine construction. C'est une infrastructure hydroélectrique d'une capacité de 450 MW qui doit être remise aux autorités guinéennes par le génie créateur chinois, Trois Gorges, en 2020. Le chef de l'État et son hôte de marque se sont également rendus à Caleta. Là, le chef de l'État et le directeur général de la SFI ont visité toutes les installations de ce barrage d'une capacité de 240 MW pour comprendre son mode de fonctionnement. Le patron de la SFI s'est surtout félicité du travail abattu par le président Alpha Condé dans le domaine de l'énergie afin d'industrialiser le pays. Une vision que le directeur général de la SFI a promis d'appuyer pour répondre favorablement aux aspirations des Guinéens dans le secteur de l'énergie, pour amener surtout plusieurs entreprises à s'implanter dans le pays. Le mois de mars du président de la République, c'est également l'inauguration de ce premier tribunal de commerce de Guinée pour l'amélioration du climat des affaires. Il a été réalisé avec l'appui de la Société financière internationale. La mise en place de ce tribunal de commerce vise à garantir la sécurité judiciaire aux investissements nationaux et internationaux à travers une justice spécialisée dans le traitement des litiges commerciaux, histoire de restaurer la confiance des femmes et des hommes d'affaires dans le but de favoriser le développement et la pérennisation des entreprises sources de richesse et pourvoyeuses d'emplois. Une réforme judiciaire voulue par le président de la République et saluée par toutes les personnalités présentes. Le président de la République a ainsi appelé l'ensemble des juges à dire rien que le droit pour davantage favoriser le développement des activités économiques tout en rassurant les hommes d'affaires
à s'intéresser à la Guinée. Au cours de ce mois de mars, le président Alpha Condé a présidé la remise officielle des équipements de ramassage et de collecte des ordures ménagères aux autorités guinéennes par la société Al Bayrak. Des équipements composés de camions calabres, de bennes, de nettoyeurs et de bacs à ordures. Une manière pour cette grande société turque de contribuer à l'assainissement de la ville de Conakry. À l'Université générale Lansana Conté de Symphonia, étudiants, enseignants et autres personnalités sont venus massivement pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Une occasion mise à profit par les responsables universitaires de décerner au professeur Alpha Condé le titre de docteur honoris causa de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Une immense joie pour le récipiendaire qui dit avoir reçu plusieurs distinctions honorifiques à travers le monde, mais celle-ci l'a beaucoup plus touché parce que tout simplement, c'est l'université guinéenne. L'autre activité du mois du président de la République aura aussi été marquée par cette décoration de l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Après 8 ans d'activité en Guinée pour un raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et russes, Alexandre Brigadze rentre définitivement. Ces diplomates et doyens des ambassadeurs accrédités en Guinée assurent et donner une nouvelle dimension aux relations voulues par les présidents, professeur Alpha Condé et Vladimir Poutine, entre Moscou et Conakry, en signe de reconnaissance pour ces nombreux efforts qui ont permis aujourd'hui à la Guinée et à la Fédération de Russie de pousser haut et fort leurs relations de coopération. Alexandre Brigadze a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée par le chef de l'État. Mois rempli qui aura vu une activité diplomatique d'une force exceptionnelle. 7 ambassadeurs venus présenter leurs lettres de créance le même jour. Ces nouveaux diplomates viennent du Japon, des États-Unis d'Amérique, du Mali, de la Thaïlande, des Philippines, de l'Australie et de la Roumanie. Avec ces différents pays, ce sont des relations d'amitié, de solidarité de la Guinée qui se retrouvent renforcées, ainsi que les volets de coopération économique et sociale. Tous ces diplomates ont mis en relief la place de choix de la Guinée et le rôle particulier du président Alpha Condé dans la stabilité de la sous-région et du continent africain. Un mois s'écoule et un autre profil à l'horizon, mois incontestablement étincelant que ce mois qui a été chatoué par la célébration du 8 mars, fête internationale de la femme. Une journée impressionnante de par la virilité de la mobilisation des femmes et l'éclat de la cérémonie dont nombreux observateurs s'accordent à ranger parmi les plus beaux spectacles sociopolitiques. Le retentissement de cette célébration tient aussi et surtout à son contenu d'actes posés par professeur Alpha Condé en faveur de la femme dont l'autonomisation est une boussole, voire une solution aux problèmes d'émancipation sociale, de développement économique et de consolidation de la cohésion nationale. Le mois du président, c'est aussi la visite du professeur Alpha Condé au port autonome de Conakry, où les femmes professionnelles des activités portuaires et maritimes lui ont rendu de vibrants hommages. Hommage des femmes à Alpha Condé, qui, en plus d'être leur défenseur, est aussi leur promoteur. Le port est au centre des préoccupations du chef de l'État pour 2 raisons principales. Premièrement, il constitue un organe vital de l'économie nationale et deuxièmement, il symbolise aujourd'hui la réussite de la politique du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en matière surtout d'équité et de parité. Ce mois de mars 2019 du président de la République, c'est aussi et surtout cette première édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. 140 jeunes porteurs de projets et entrepreneurs venus en nombre de 20 dans chacune des régions administratives du pays et plusieurs autres de Conakry prennent part à ces assises. Au centre de ces nombreuses activités du mois du chef de l'État se trouve aussi cette table ronde sur les zones économiques spéciales. Ces assises ont enregistré la présence de plusieurs experts étrangers dans le but de réfléchir sur le cadre juridique et institutionnel, la planification, l'aménagement, le développement des zones économiques spéciales ainsi que l'appui aux communautés. Une initiative qui s'inscrit dans l'optique du PN2S, Plan national de développement économique et social 2016-2020, du gouvernement sous le leadership du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'objectif étant surtout de trouver de véritables zones économiques spéciales avec pour avantage d'être soumis à un cadre d'investissement spécial plus attractif qui permette aux entreprises de s'installer
Ce carnet du mois de mars du président Alpha Condé a également connu le lancement des travaux de construction du chemin de fer d'Apilon-Santou avec la SMD Winning. La bauxite sera évacuée par ce chemin de fer d'une longueur de 135 km. Cette ligne ferroviaire va relier les zones minières de Santou et de Ouda, préfecture de Télémélé, au terminal fluvial de Dapilon, préfecture de Boki. Il nécessitera la construction de 23 ponts, 2 tunnels et 6 gares pour un investissement total d'1,2 milliard de dollars américains. Le début des opérations d'évacuation de la bauxite sur ce chemin de fer qui va dans les jours à venir être mis dans le réseau national pour le transport des marchandises conventionnelles et des passagers est prévu pour 2022. Ce mois de mars, dense et rythmé par de nombreuses activités du chef de l'État, a été clôturé par cette cérémonie d'inauguration de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Boki, une première depuis l'indépendance du pays. À travers cet édifice, le président de la République a promis de soutenir davantage les femmes et les jeunes dans leurs différentes activités de développement socio-économique en vue de leur plein épanouissement. Après validation par les partenaires, la Guinée n'attendait plus que la mise en musique du PNDES, Plan national de développement économique et social. L'autre enjeu d'ordre national, c'est de dire aux Guinéens lambda ce que c'est que ce programme et en quoi il est concerné par sa réussite, d'où ses missions d'explication dans le pays. Reportage Maïmouna Bella Diallo, CR Souma. Validée en 2017, l'appropriation du contenu du Plan national de développement économique et social 2016-2020 est l'une des priorités du gouvernement guinéen. Une campagne de vulgarisation du PNDES vient de s'étendre sur toutes les régions administratives du pays. L'initiative est du ministère du Plan et du Développement économique qui s'inscrit dans la vision Guinée 2040. En 2 semaines, le PNDES est largement partagé entre les experts, les élus locaux et les étudiants. On a compris en fait, et les participants, c'est surtout les participants qui ont compris, qu'ils étaient dans la dynamique du PNDES, qu'il y a d'importantes actions qui sont en train d'être menées sur le terrain, dont ils n'arrivaient pas à faire le lien avec le plan national de développement économique et social. À travers le programme national d'investissement, ils se sont rendus compte en fait que, effectivement, le plan national de développement économique et social est en cours d'exécution depuis 2016. Les autorités locales adhèrent à l'esprit du PNDES et pour cause, la pertinence et les résultats produits par le document. À leur tour, l'engagement est pris pour faire intéresser les populations. Nous comptons organiser un forum où nous allons faire l'exposé du programme de développement local. Toutes ces questions-là seront traitées et puis avoir aussi un programme de développement local concerté et consensuel par l'ensemble des acteurs de développement de la localité, de la collectivité de la baie. Au même moment, chaque commune s'investit dans l'élaboration du plan de développement local. Ce document sera sorti d'un plan annuel d'investissement et toutes les actions de développement local doivent être alignées au PNDES. Pour l'année 2019, il est prévu que chaque commune réalise un programme annuel d'investissement basé sur le financement de l'ANAFIC. Et déjà, il y a des lettres d'intention de financement qui sont arrivées dans toutes les communes, dans les 36 communes. Ça dépasse le milliard pour chaque commune. Sur les 14 milliards de dollars pour la mise en œuvre du PNDES, le gouvernement a déjà mobilisé 3,5 milliards de dollars, soit 25% du montant global. Ce fonds a permis d'entreprendre 267 projets sur 675 au total. Pendant ce temps, les intentions de financement continuent de nourrir les espoirs pour les 408 projets restants. Et lorsque tout cela se dessinait à Paris, un département était au cœur de toutes les attentions. Il s'agit bien évidemment du ministère du Plan, dirigé par vous, Madame Kani Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes la chef de département et que vous étiez à Paris lorsque tout cela s'est décidé. Vous aviez présenté un programme ambitieux, un programme très ambitieux, mais un programme validé par tous les partenaires. Et comme le disait ce reportage et bien d'autres que nous avons passés au cours de ce mois, il y a eu des missions à l'intérieur du pays. C'est comme s'il y avait un besoin de l'onction du peuple. Quel est l'effet recherché?
En fait, ce processus, cette démarche s'inscrit dans le processus normal de planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. C'est un mécanisme très huilé et qui est un mécanisme standard. Il fallait passer par toutes les procédures pour pouvoir assurer une bonne compréhension du plan. En fait, la dissémination ou en tout cas la vulgarisation du PNDS a commencé déjà depuis la conception, c'est-à-dire que nous avons embarqué toutes les parties prenantes depuis le début du processus de planification jusqu'à maintenant. Et le timing était choisi pour profiter de la mise en place des structures locales, l'installation de nouveaux maires, pour ramener la compréhension au niveau local, pour que les gens puissent s'approprier du plan au niveau le plus décentralisé. Et comme vous savez, la théorie du développement veut que l'on dise que le développement, ça commence à la base. Dans le PNDS, le processus est décliné jusqu'au niveau de la base, mais il fallait aller sur le terrain pour échanger avec surtout les nouveaux élus, pour leur faire comprendre quel est le mécanisme qui va être emprunté pour pouvoir avoir une bonne compréhension et surtout avoir le même niveau de compréhension au niveau du PNDS. Vous parliez tout à l'heure de timing, c'est important. On parle d'un programme qui va de 2016 à 2020. Au-delà de 2020, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le programme va s'arrêter? C'est qu'il faut comprendre que le processus de planification, ça s'étend sur le temps et il n'y a pas une période découpée. Ce que nous avons voulu faire, c'est de prendre la vision de Monsieur le Président de la République, qui est la vision 2040, et la découper en plans successifs. Donc, le premier plan, c'est le PNDS 2016-2020, qui va continuer après avec le deuxième plan. Mais il n'est pas dit qu'on fait une phase, on s'arrête et on recommence avec l'autre. On bâtit sur l'existant. Et le processus doit être continu. Le financement des projets, vous savez, ça se fait dans le temps. Ce n'est pas au moment de la signature que le projet se réalise, mais plutôt c'est un processus normal. On fait la planification, on mobilise les ressources, on met en place les projets s'exécutent dans le temps et c'est comme ça qu'on assure le développement d'un pays. Mais aussi, ce qui est surtout important, c'est qu'il faut assurer le suivi et l'évaluation de tout ce qu'on est en train de faire pour que le prochain plan, on puisse tirer les leçons de ce qu'on a réalisé, capitaliser dessus et aussi éviter peut-être les erreurs ou les incompréhensions au niveau de la première phase. Alors quand on parle de PNDS, on parle d'un côté de projet, de l'autre de financement, plus de 600 projets et à date un décaissement à hauteur de 25%. Ça va, on n'est pas en retard? Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas attendu le groupe consultatif pour commencer le financement du plan. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un processus continu. Et donc, depuis 2016, on a enregistré un certain nombre de financements. Et d'ailleurs, je suis heureuse d'annoncer que la mobilisation des financements annoncés à Paris, surtout avec nos partenaires, les principaux partenaires qui sont les banques de développement, nous avons même dépassé l'espoir qu'on avait. Parce que vous savez, c'est bien de mobiliser les ressources, mais il faut aussi s'assurer que les projets s'exécutent sur le terrain. Pour ce qui est de la Banque mondiale, par exemple, il y a eu une annonce de 1,5 milliard. La Banque africaine de développement, 1 milliard. La BID, c'est la même chose. Mais ce qui est important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a financé, on a signé des accords pour plus de 3 milliards. 3 milliards 5 entre 2016 et 2019 pour ce qui est le secteur public. Et le secteur privé, on est à peu près à 3 milliards 9. Donc si vous faites le total, il y a eu des accords signés pour plus de 7 milliards, exactement 7 milliards 400. C'est du jamais vu en Guinée. Vous parliez justement tout à l'heure de la BAD, la Banque africaine de développement, où il est attendu 1 milliard, c'est bien ça. Oui. On nous apprend que la BAD
déjà mobilisé 100 millions de dollars et il y a aussi toute cette mobilisation accrue liée au NIFP. Vous étiez d'ailleurs présente au lancement du NIFP, plus de 700 milliards de francs guinéens mobilisés à date. C'est un reportage de Maurice Sidibé que l'on va suivre et il en revient juste après. Mars a apporté à l'économie guinéenne sa part de bouffées d'oxygène. Au siège de la Banque africaine de développement, où le chef de gouvernement s'est rendu, 110 millions de dollars sont obtenus pour soutenir des projets porteurs de croissance. Ça veut dire que notre objectif d'atteindre 2% du PIB à redistribuer pour l'inclusion économique et sociale, notre objectif en termes de financement est atteint. En plus de l'apport extérieur, la Guinée compte également sur ses capacités de mobilisation des recettes intérieures. La régulation fiscale déclenchée fait mouche. En 51 jours, 631 milliards de francs guinéens sont mobilisés à 2 semaines de la fin de la date butoir des enregistrements des sociétés et entreprises. 3 889 NIF permanents ont été attribués. Les marges de progression sont encore énormes. Environ 10 000 autres opérateurs sont attendus pour régulariser leur situation fiscale. Le délai a été prolongé pour le 31 mars. Passé ce délai, aucun opérateur économique ne peut ni exporter, ni importer. Aucun opérateur économique ne peut accéder au marché public, à plus forte raison accéder au paiement de l'État. Dès ce 1er avril, la mesure relative au contrat d'assurance des sociétés d'importation des marchandises va aussi rentrer en vigueur. Cette assurance couvre les opérateurs économiques en cas de sinistre dans le transport des marchandises en mer ou à travers d'autres moyens de transport. Dans l'espace CEDEAO, la Guinée était en retard sur l'application de cette mesure source de recettes publiques. Il est évident que chaque contrat est assorti de taxes et qui doit être versé à l'État. Le fait que ces marchandises-là soient assurées à l'extérieur, ces taxes échappent à l'État. Donc ça ne permet pas à l'État d'avoir de l'épargne pour pouvoir investir dans des infrastructures. Pour les ministères de l'économie et du budget, l'objectif affiché de mobilisation est de 1600 milliards de francs guinéens cette année. Des infrastructures comme les routes attendent de gros investissements. Avec les acteurs économiques, le gouvernement n'a pas hésité d'engager l'émission d'emprunts obligataires. C'est cela qui permettra d'atteindre, sinon de dépasser, l'objectif que nous nous sommes fixés. Pour une économie robuste et inclusive, la Guinée active tous les leviers nécessaires. Élargissement de l'assiette fiscale, réduction de la déperdition financière, mais également encouragement à l'investissement étranger, comme ici à New Delhi, où le Premier ministre a pris part à ce forum Inde-Afrique. La Guinée était à l'honneur avec l'amélioration de son climat d'affaires. Retour sur ce plateau avec Madame Kani Diallo, ministre du Plan. Et on a suivi tout à l'heure, Madame la ministre, 100 millions de dollars donnés par la BAD sur une intention d'1 milliard est suffisant. En fait, je voudrais corriger une petite erreur. Le financement de la Banque africaine de développement se fait à travers un document de stratégie pays qui vient d'élaborer. Et dans ce document de stratégie pays, ils ont fait un rajout de 340 millions de dollars. Et donc, l'enveloppe globale de 1 milliard, il y a déjà des accords qui ont été signés avec la BAD qui concourent à la mise en œuvre de cet engagement-là. Et je pense que je peux dire sans me tromper, nos principaux partenaires sont la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale. Et cela se fait à travers une programmation triennale. Et chaque phase de programmation, on fait une période de revue à mi-parcours pour réajuster, peut-être remonter des projets qui ont été prévus mais qui deviennent prioritaires. Et je pense que ce qui est fondamental, c'est de savoir que d'abord, on a un accompagnement sûr, on a un accompagnement bien programmé, bien ficelé. Ça ne se fait pas par à-coup, ça se fait de façon rationnelle et structurée. Et actuellement, la banque est en train
de financer des grands projets d'infrastructure en Guinée. C'est aussi bien que la Banque islamique de développement. Vous vous rendez compte, la Banque islamique de développement en 2015, on était à 200 et quelques millions de dollars. Aujourd'hui, entre 2016 et 2019, on est à plus de 725 millions de dollars. Alors, madame, l'autre question, l'autre enjeu important, c'est que tout ce qui est en train de se faire, c'est pourquoi les missions à l'intérieur du pays, tout ce qui est en train de se faire, c'est un rapport avec la population, avec les populations. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du taux de croissance en Guinée? Absolument, absolument. En 2016, on était à 10,5. En 2017, à 13,4. D'accord. Et nous espérons que nous allons maintenir le taux de croissance à 3 chiffres pour les 3 premières années du PNDS. Ça, c'est absolument quelque chose de très satisfaisant parce que c'est d'abord une grande première qu'on arrive à un taux de croissance à 2 chiffres. Ça a été nos prévisions pendant qu'on préparait le plan, mais on pensait qu'on allait l'atteindre seulement en 2020. Mais déjà, on est sur la bonne trajectoire. Alors, parallèlement à ce taux de croissance, on a, bon, c'est vrai que le chiffre date de longtemps, 55% comme indice de pauvreté en Guinée, ça date de 2012, je crois, si je ne me trompe. Qu'est-ce que le PNDS va changer dans tout ça? On espère arriver à un taux de 45%. D'accord. Et cela, c'est absolument réalisable parce que tout le financement du PNDS tourne autour de l'accroissement des richesses, un meilleur partage pour pouvoir justement toucher les populations les plus vulnérables. Et comme vous savez, j'ai annoncé au cours de la conférence de presse les progrès qu'on a réalisés dans le domaine social. Et ce n'est pas peut-être l'idéal puisqu'on n'a pas atteint les objectifs du PNDS encore, mais on est sur la bonne voie. Parce que c'est ce qui est fondamental. J'entends souvent dire qu'est-ce que le commun des citoyens peut espérer du PNDS. C'est d'abord la croissance, la bonne croissance, le partage de la croissance et surtout cibler les populations vulnérables. Et aussi, on a au niveau macroéconomique une mise en place d'un certain nombre de mesures qui permettent d'avoir une stabilité macroéconomique avec un taux d'inflation maîtrisé. Et il y aura automatiquement une répercussion sur le panier de la ménagère. Mais aussi, il y a toute une batterie de résultats sur la création d'emplois, sur l'accès des populations aux points de santé, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, tout ça contribue. Aux services sociaux de base. Pour réduire la pauvreté. En Guinée. Merci beaucoup, madame. On aurait aimé vous garder plus longtemps. Vous êtes une mine d'informations. Merci. Merci d'être passé dans cette édition d'information. Je rappelle même qu'il y a des missions à l'intérieur du pays pour essayer de travailler sur de dresser des chiffres précis par rapport à ce niveau de pauvreté. En ce mois de mars, les routes nationales et voiries urbaines se portent mieux, beaucoup mieux. Les travaux ont été engagés par le ministre Moustapha Naïté partout à Conakry et dans l'arrière-pays. Ansoumane Toumani Camara, Terna Kamisoko. Doter la capitale d'une voirie moderne et parlante pour améliorer la mobilité des citoyens et redonner à Conakry un nouveau visage, ce sont là des résultats attendus des travaux de réfection, d'aménagement et d'entretien des rues de Conakry. Entamés depuis décembre 2018, ces travaux qui touchent les 5 communes de la capitale ont à ce jour permis de traiter plusieurs kilomètres de points dégradés et de doter ces rues de signalisation horizontale. Avant tout d'abord, c'est de remercier l'État et les apprécier sur ce qu'ils ont fait sur la route là. Parce qu'on a beaucoup d'idées ici, mais la route était mauvaise. Même nous, on s'est débrouillé pour arranger la route avec des pierres. Mais aujourd'hui, la manière dont je vois, c'est vraiment beaucoup de travail. Au compte du même programme, le ministère des Travaux publics poursuit la confection et la pose des dalles sur les caniveaux curés. Du pont 8 novembre jusqu'au kilomètre 36, ça c'est un. Deuxièmement, vous avez la route Amdalaï-Symphonia. Vous avez également la route Amdalaï-Symphonia en passant par la Corniche Nord. Vous avez toutes les transversales. Parallèlement, des murets sont élevés dans les marchés situés aux abords des grandes circulations.
L'ambition est de libérer les emprises de la route et de sécuriser les citoyens. Le ministre Naïté a dans cet exercice de communication gouvernementale étalé toutes les réalisations et programmations de la Troisième République dans l'amélioration de l'état du réseau routier guinéen qui absorbe à ce jour les 90% du trafic national. Nous avons réhabilité et ou reconstruit où les travaux sont encore en cours ou vont démarrer pour certains plus de 2000 km de route nationale, dont en réhabilitation la route nationale numéro 1 Dabola-Kouroussa, Koya-Figiagbe, Figiagbe-Sougeta, Mamou-Labé, Kankan-Mandjana. Et en termes de reconstruction, vous avez Koya-Mamou-Dabola, Dabola-Sisela-Kouroussa, Kissidou-Gegedou-Kondebadou, Koya-Koulete et Koya-Farmouria. Toujours engagé à redonner à Conakry sa renommée d'antan de perle de l'Afrique de l'Ouest, le gouvernement annonce des travaux d'envergure à Kaloum, Dixine et Matam. Au compte de l'accord cadre Chine-Guinée, plus de 202 millions d'euros sont mobilisés pour la construction et la réhabilitation de la voirie dans ces 3 communes avec 2 échangeurs à Kagbélé et au kilomètre 36. L'année scolaire 2018-2019 a connu des perturbations. Beaucoup d'observateurs émettent encore des doutes sérieux sur l'achèvement des programmes d'enseignement. Mais ce mois, le ministre de l'Éducation nationale a sillonné plusieurs établissements du pays. Pas de risque, les examens scolaires pourront se tenir aux dates indiquées. Moussa Komara. Les 3 premiers mois de l'année ont été difficiles pour certaines écoles du pays. Le mot d'ordre de grève lancé par un groupe de syndicats avait alors perturbé le déroulement des cours par endroits. 3 mois après, une batterie de mesures est mise en branle pour rattraper les jours perdus. Les jeudis et les samedis soirs sont rendus ouvrables. Les charges horaires des enseignants titulaires sont relevées pour accélérer l'exécution des programmes. À Télémélé, par exemple, la ville la plus affectée par la crise, la méthode est un succès. Au primaire et au secondaire, on estime à 53% le taux d'exécution des programmes. La liste des candidats aux différents examens nationaux est codifiée et transmise aux autorités. Nous comptons avec l'emploi du temps qu'on a mis sur pied, nous comptons finir, achever le programme avant le 30 mai, Inch'Allah. Dans les préfectures de Mamou et d'Alaba également, les programmes sont déroulés à un rythme impressionnant. Pour s'en convaincre, le ministre de tutelle a rejoint les techniciens sur le terrain. Maurice Sangari a galvanisé sa troupe tout en demandant de veiller à la qualité et au respect des plans de rattrapage des cours proposés. J'espère que d'ici que nous atteignons les évaluations de fin d'année, que les programmes seront bouclés. Des résultats éloquents qui demandent cependant d'être prudents. Les acquis sont à consolider. Les directeurs préfectoraux de l'éducation et les chefs de section pédagogique des différentes écoles de Mamou et Labé ont encore des marges de progression à réaliser pour espérer bouleverser les résultats scolaires de l'année dernière. La ville de Koubia, elle, accuse encore un retard inquiétant dans la région de Labé. C'est au niveau des 2 cycles, l'élémentaire et le secondaire. Qu'il y a le retard. Sortir de cette rencontre, nous comptons mettre tout en œuvre pour que ces écarts soient comblés. Dans la savane, les cours ont très peu été perturbés. En région forestière, des villes comme Guékédou ont rattrapé leur retard. Les programmes sont à plus de 50% exécutés. Seul Yomou est encore à la traîne, mais il y a espoir d'être dans le temps. Avec la nouvelle stratégie dictée par le ministre, et au retour, nous allons essayer d'appeler tout le système et les DPE et les maîtres même pour savoir où ils sont réellement, pour profiner un nouveau programme de rattrapage qui va nous permettre d'épuiser très réellement le programme d'ici mai 2019. Dans la région de Faranan, les cours sont intenses, les programmes sont réaménagés. Enseignants et élèves sont résolus à achever les programmes d'ici la fin du mois d'avril. Kissidou a déjà présenté la liste de ses candidats et les salles d'examen sont identifiées.
La Guinée vient d'organiser des journées de consultation nationale sur le Hadj, une initiative du président Alpha Condé pour identifier les problèmes qui assaillent l'organisation du pèlerinage. Déjà, une plateforme numérique est créée pour résoudre une partie de ces difficultés. Retour sur cette actualité du mois de mars avec Fatimatou Diallo. Ces dernières années, d'énormes défaillances sont enregistrées dans l'organisation du Hadj. Pour faciliter le pèlerinage des fidèles musulmans guinéens cette année, le président de la République propose de faire un diagnostic participatif pendant ces journées de concertation sur le Hadj. Pour que les pèlerins guinéens souffrent, on mélange le Hadj et la religion. La religion vient en dernière position. On doit s'occuper de nos imams, mais on doit donner le travail aux professionnels. C'est comme ça ce qui se passe dans les autres pays. Le problème du pèlerinage de la Guinée, c'est quoi? La première chose, c'est les passeports. Si on dit tous les passeports travailler à Conakry, donc ça fatigue les gens. Même si ça trouve que tu as payé tous les frais de pèlerinage, mais si tu n'as pas les transports, si tu n'as pas les passeports, tu ne peux pas avoir le visa. À quelques mois du processus, l'avionneur n'est pas recruté et le coût unitaire n'est pas fixé. Avec ce retard accusé cette année encore, les autorités à tous les niveaux s'activent pour éviter les dysfonctionnements dans l'organisation. Cette année, pour la question de programmation, le président l'a dit tout à l'heure que les gens viennent attendre, ils ne savent pas quel jour ils doivent partir, c'est d'arriver à émettre des billets. On arrive à l'émission de billets. Un candidat pèlerin, lorsque tout le processus est terminé, il a le visa dans son passeport, on envoie automatiquement son passeport chez l'avionneur pour qu'il émette un billet. Et dans le billet, son jour de départ est connu, l'heure du décollage est connue, ainsi que le retour. 15 recommandations sont issues de ces 3 jours d'intenses travaux. Résultat des débats sans tabou initiés par le président de la République et pilotés par une commission interministérielle pour une meilleure organisation du Hadj en Guinée. Les discussions ont noté avec insistance le choix à bonne date du transporteur aérien, envisager un accord sur la gestion pluriannuelle des conventions avec l'avionneur, l'augmentation du nombre et la professionnalisation des guides. Pour le Hadj 2019, le délai de rigueur pour la publication du nom du transporteur aérien a été fixé au lundi 25 mars 2019. Et aussi plus important, que les résolutions issues de ces journées soient effectivement appliquées. Sinon, nous serons réunis pratiquement pour rien. Pour le Hadj 2019, les nouvelles technologies de l'information et de la communication seront mises à contribution avec de nouvelles dispositions. Mais aussi, toutes les imperfections seront mises à nu pour permettre aux pèlerins guinéens de bénéficier de tout le confort lié au voyage sur les lieux saints de l'islam. La RTG rend un ultime hommage aux dames de Guinée avant l'achèvement de ce mois de mars qui est le vôtre. Pendant ces 31 jours, vous avez entrepris beaucoup d'activités accélérant la marche pour l'autonomisation. Et comme d'habitude, vous avez été les premières à vous lever et les dernières à vous coucher. N'est-ce pas, Kerna Ousmane Diallo? Le 8 mars dernier, à l'occasion de la fête internationale des femmes, elles étaient des centaines réunies sur l'esplanade du Palais du Peuple pour réaffirmer leur volonté à œuvrer pour l'émancipation socio-économique de la Guinéenne. Une célébration placée sous le signe de l'autonomisation en Guinée par le gouvernement et pour lier le geste à la parole, un programme phare est lancé. Le PAF, programme d'appui à l'autonomisation des femmes, est mis en marche avec 15 millions de dollars pour accompagner 6 000 filles et femmes. Un projet inscrit dans les initiatives présidentielles en partenariat avec la Banque islamique de développement et le PNUD pour accélérer la marche en faveur de l'autonomisation de la gente féminine. C'est bon pour nous les femmes. Surtout, c'est nous qui faisons tout pour nos enfants, pour nos maris. Donc vraiment, si notre président de la République, professeur Alpha Condé, aujourd'hui, s'il fait ça pour nous les femmes, c'est quelque chose de bien pour nous. Mise au cœur des politiques de développement depuis 2011, les femmes ont bénéficié de plus de 100 milliards de francs guinéens à travers les structures de microcrédit, notamment les mutuelles financières des femmes africaines et les mutuelles communautaires de croissance. Le nouveau programme lancé en mars aura le mérite de renforcer la formation des femmes et l'équipement des centres dédiés à cet effet à travers le pays. Nous avons commencé l'identification dans
dans la Guinée profonde, parce que vous savez, les personnes les plus touchées par cette pauvreté, ce sont les femmes, surtout qui sont à la base. Nous allons les former, parce que de toutes les façons, donner de l'équipement ou bien de l'argent aux femmes sans les former, je pense que c'est quelque chose qui peut vouer à l'échec. Vous formez les femmes, vous les accompagnez. Une fois qu'elles sont formées, elles savent ce à quoi elles doivent s'atteler. Donc ça peut apporter vraiment du résultat. L'autonomisation des femmes est perçue comme un réel moyen de lutter contre la pauvreté et renforcer la résilience des ménages. Les politiques mises en œuvre ont ainsi permis de susciter l'éveil de conscience. Partout dans le pays, les femmes s'associent de plus en plus, forment des groupements et mènent des activités génératrices de revenus à l'image de ce groupement de femmes évoluant dans la région de Bokeh. C'est pour lutter contre la pauvreté et contre la délinquance des enfants aussi. Parce que si la famille n'a rien, les enfants, même ton propre fils ne peut pas te croire. Donc nous luttons pour ça, pour que les enfants restent dans nos mains, qu'on puisse les aider et qu'on puisse les éduquer. La marche pour l'autonomisation des femmes s'effectue aussi dans d'autres secteurs où jusque-là, elles s'y aventuraient très peu. Illustration d'une volonté de briser les barrières, la start-up Yalan, incubée par Jatrofa Hub, avec ses filles spécialistes de réparation de smartphones et de tablettes. Dire que c'est pas facile, ça serait un peu mentir. Dans un boulot, rien n'est facile, il suffit juste d'aimer ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais, donc ça devient pour moi quelque chose qui est facile, parce que c'est une passion. Il y a 2 semaines, la question de l'autonomisation des femmes était au centre du premier salon de l'entrepreneur guinéen. Tous sont unanimes, l'autonomisation des filles et des femmes permettra de favoriser le développement inclusif de la Guinée. Tout à l'heure, vous suivrez, après ce journal magazine, la déclaration de clôture du mois de la femme par la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Guérisseurs traditionnels, vendeurs d'illusions, arnaqueurs ou violeurs en série, pour les femmes en quête désespérée d'enfants, il devient difficile de faire la part des choses. Au mois de mars encore, les services de lutte contre le crime organisé ont mis à nu l'existence d'officines où des centaines de femmes se font abuser dans l'espoir d'être fécondes. En l'espace de 5 mois, c'est le 3e réseau démantelé et rendu public. 2 questions. Qu'est-ce qui arrive à notre société? Pourquoi, en dépit des risques, autant de femmes se tournent vers des imposteurs? Alpha Issi Agaba. À Conakry, les vendeurs d'illusions foisonnent, ils ne s'en cachent plus. C'est à ciel ouvert qu'ils charment leurs victimes. Les femmes en difficulté de procréation sont leurs cibles favorites. Le manège fonctionne à la perfection avec une facilité déconcertante. Les imposteurs se font passer pour des guérisseurs traditionnels. Le dernier cas révélé a eu lieu dans la commune de Dixina, Fia, un quartier populeux. Depuis des années, un nombre inconnu de femmes sont passées dans le ghetto sordide d'Alseni Sako, un faux guérisseur aux pratiques choquantes face à des victimes désespérées. C'est un violeur en série. Quand il vient chez toi, ou tu te déplaces, tu viens le voir, il te dit de te déshabiller, il rentre sous le drap, il insère un morceau de viande sur toi. Après, il prend le téléphone, il sort, il te dit, ah, c'est ce qui est sorti sur toi, ça c'est le fibrome. Les victimes de ce type sont malheureusement nombreuses. Pire, la majorité d'entre elles n'oseront jamais relever le sacrifice ultime qu'elles ont été amenées à consentir en vain. Les faits rappellent les abus qu'Émile Nyankoy Collier infligés jusqu'à son arrestation à celles qui espéraient trouver auprès de lui le salut. Les révélations sur le calvaire des femmes en quête effrénée d'enfants auprès des tradithérapeutes ont commencé l'année dernière par Nafanta Kamara, déjà condamné. Question, pourquoi la parenthèse noire ne se referme plus? Une femme on appelle ça avoir le désir de l'enfant. Elle est prête à tout, quel que soit son niveau intellectuel. Elle est prête à tout. Si elle ne prend garde, elle peut tomber encore sur des cas malheureusement de ce genre. Mais il faudrait, à mon avis, une sensibilisation plus grande que cela, parce qu'on les arrête, c'est vrai, on les montre à la télé, ces gens-là. Vous avez vu, en peu de temps, il y a eu quand même 2 autres cas qui ressemblent à celui de Nafanta. Dans nos sociétés,
Avoir un enfant est une obligation du mariage. Sur les femmes, la pression sociale est particulièrement forte. C'est d'abord pour des raisons de confiance que les populations recourent à la médecine traditionnelle. Nous, les populations africaines, rurales en particulier, ont une certaine conception en rapport avec la place de l'enfant dans un foyer conjugal. On estime que avoir un enfant ou des enfants, c'est comme une espèce de placement d'un capital que l'on fait qui va être rentable à long terme. Bon, ça, l'enfant est donc perçu comme un élément d'investissement pour les vieux jours. C'est une forme d'assurance. Vous comprenez? Ça, c'est le premier souci. Le second souci, on considère qu'avoir un enfant ou des enfants, c'est, disons, survivre à la disparition physique sur Terre. Les médecins spécialisés dans la prise en charge des problèmes de reproduction des femmes sont pourtant de plus en plus nombreux dans nos centres hospitaliers. Mais leur voix ne porte pas dans la mise en garde contre la médecine traditionnelle. Les risques de perturbation de la maternité sont élevés. Considère vraiment un problème de santé publique. Oui, un problème de santé publique parce que ces guérisseurs traditionnels, ils utilisent des substances dont on ne connaît pas la composition et ni le principe actif, ni leur action, ni leur effet. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ces produits-là contiennent. Et ce qui différencie un médicament d'un poison, c'est la dose exacte. Ces médicaments, on ne connaît pas la dose, on ne connaît pas le principe actif. Donc pour nous, ils contiennent des substances nocives pour la femme. C'est toxique pour l'organisme de la femme. Entre pression sociale dans les foyers, ignorance, manque de réglementation et tolérance, ou laxisme de certains responsables face à certaines formes de crimes organisés, les femmes ont besoin de plus de protection, surtout à ceux qui bâtissent leur bonheur sur le malheur de certaines d'entre elles. Tout un combat contre les criminels joyeux opérant sous le couvert de la médecine traditionnelle. Mois de mars, troisième mois de l'année et troisième édition à Conakry du Festival international du jazz. 9 grands noms de ce art se sont partagés les scènes en Guinée. Les prestations s'étaient nettes à Kaloum et à Palm Kamayen. Mikini Moussa Kamara, Mamintila Issouma. Par la puissance des sonorités, certains mélomanes croient à la renaissance du jazz en Guinée. Au terme de 5 jours d'ambiance électrique, les promoteurs pensent institutionnaliser ce rendez-vous géant dans l'agenda culturel du pays. 9 voix leaders du jazz mondial et 45 musiciens de haut niveau visitent avec éclat les différentes inclinaisons classiques et modernes du jazz. Et on voulait faire un hommage à l'Afrique avec des musiciens africaines et d'origine africaine qui ont réussi et qui sont des vraies stars internationales de venir dans son pays. C'est le cas de Marc Guéry. Marc Guéry, c'est la première fois qu'il vient en Afrique. Emeline Michel, c'est la première fois qu'il vient en Afrique pour vraiment rendre hommage et montrer à la jeunesse guinéenne qu'il n'y a pas de limites quand il y a des bons travail derrière et la répercussion et l'importance des rythmes et de la musique et de la culture africaine dans la musique du monde. Mais en Guinée, source de la réhabilitation de la culture africaine, le jazz ne meurt jamais. Le jazz pour moi représentait l'histoire africaine parce qu'il part de la musique et de l'histoire africaine à travers les esclaves africains dans les États-Unis. C'est pour ça que ma musique c'est afro-jazz. Le jazz c'est une musique d'ouverture d'esprit. Vous savez, le jazz c'est modernisé. On a essayé de rajouter une touche assez afro dans le jazz. C'est pour ça que je suis là, je veux ramener ce côté-là pop purement dans le jazz. Sous la révolution en Guinée, le jazz a connu ses heures de gloire. La réputation de ses plus grands maîtres a franchi nos frontières. Momo Wandel Souma, Jean Fanka, Maître Barry, Ousmane Kouyaté, Cheikh Smith Sherif et l'emblématique Bembea Jazz national et international. Encore sur scène aujourd'hui, le virtuose guitariste Diamond Fingers et Bat plus d'un. La folie de l'artiste ne connaît pas de répit.
pourtant ses effets. Les adeptes du jazz ou connaisseurs du jazz prennent progressivement leur retraite. Bousculé par l'âge et l'évolution du monde, mais comme un patrimoine, le jazz, partie intégrante de l'histoire des peuples noirs, est conservé pour